Bienvenue tout le monde à ce deuxième webinaire conjoint entre Écotoc et le chapitre Saint-Laurent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Manon Sorel qui fait son doctorat avec Jonathan Véro à l'UQAM. Puis elle va terminer bientôt sa thèse. Puis elle est récipiendaire du prix du chapitre Saint-Laurent 2020. Donc, elle étudie la contamination des goélands encerclés dans la région de Montréal. Puis, elle va nous présenter ses travaux pendant ce webinaire. Donc, vas-y, Manon, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Dominique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup de vous brancher avec nous aujourd'hui. Moi, ça me fait très plaisir d'avoir l'opportunité de profiter de la belle plateforme des webinaires Écotoc Chapitre Saint-Laurent pour vous présenter les travaux que j'ai menés pendant mon projet de doctorat à l'UQAM avec Jonathan Véro. Alors, nous, au laboratoire, alors nous, au laboratoire, donc notre cheval de bataille, ou en tout cas le contaminant qu'on étudie le plus, ce sont les retardateurs de flammes halogénés. Alors les retardateurs de flammes halogénés que vous allez voir souvent marqués RFH pour aller plus vite dans ma présentation. Ce sont des composés organiques qui, comme leur nom l'indique, ont des propriétés qui permettent de ralentir la propagation des flammes en cas d'incendie. Donc, c'est des produits qui entrent dans la consommation d'un très grand nombre de nos produits de consommation courante, en fait. On en trouve dans nos textiles, on en trouve dans les meubles rembourrés, on en trouve dans les produits électriques, les produits électroniques, aussi dans les matériaux d'isolation de nos maisons, beaucoup aussi dans nos automobiles. Ils sont vraiment partout dans notre entourage propre, dans nos maisons. Et puis, en fait, je sais pas je sais pas si ça vous gêne d'entendre la petite cloche quand il y a du monde qui rentre à chaque fois. Je sais pas si je pourrais l'enlever. Moi, ça me gêne pas, mais c'est pour vous. Je trouve pas ça ennuyeux. Par contre, je profiterai de la petite pause juste pour dire que si les gens veulent poser des questions, ça va être, ils peuvent le faire via le clavardage. Donc, il y a une section dans le bas qui s'appelle chat ou clavardage selon le réglage de votre Zoom. Puis, vous pouvez écrire les questions sur le côté. Puis, comme ça, à la fin, je pourrais les verbaliser et les poser. Si les gens sont gênés de le demander dans le chat public, ils peuvent m'écrire aussi dans le clavardage en privé. Donc, au lieu d'écrire to everyone, donc à tous, ils peuvent m'écrire à moi, Lou Paris, puis je pourrais poser les questions. Donc, au fur et à mesure, durant la présentation, vous pouvez écrire vos questions. Je voulais juste le préciser, que les gens puissent trouver la section clavardage. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, je pourrais prendre des questions aussi à la fin, même à l'oral, il n'y a pas de problème. Alors, pour revenir à nos retardateurs de flammes qu'on utilise partout chez nous, les retardateurs de flammes qui ont été parmi les plus utilisés en Amérique du Nord et aussi au Canada, ce sont donc les polybromodiphényléthers, qu'on appelle aussi PBDE, et que je vais appeler PBDE dans cette présentation aussi. Alors, la structure générale des PBDE, des congénères de PBDE, il y en a plusieurs, c'est un double cycle aromatique. Voilà, on voit ici, est lié par un atome d'oxygène et chaque congénère diffère en fonction du nombre et de la position des atomes de brome qui vont s'accrocher à ces cycles. Alors, au Canada, même partout dans le monde, les PBDE ont été commercialisés sous forme de 3 mélanges principaux, qui sont le penta-BDE, l'octa-BDE et le déca-BDE. Évidemment, ces 3 mélanges diffèrent de par leur composition en différents congénères de PBDE. Je vous ai mis ici des molécules qui sont représentatives de ces mélanges-là. Évidemment, il n'y en a pas qu'une. Le BDE47 que vous voyez ici, qui a 4 atomes de brome, c'est un des congénères les plus représentatifs, on va dire, un des majoritaires dans le mélange de penta-BDE. Ici, on voit le BDE 180 qui, lui, a 7 atomes de brome, qui est un des congénères les plus utilisés dans l'octa-BDE. Et puis, on a ici le fameux BDE 209, le fameux parce qu'on va en entendre parler aussi. C'est le congénère le plus bromé, c'est la plus grosse molécule, c'est celui qui a le plus d'atomes de brome, puis il compose le DKBDE à plus de 87%. Donc, c'est vraiment un congénère majeur dans ce mélange ici. Alors, ces mélanges de PBDE ont été massivement utilisés au Canada, particulièrement depuis les années 1970, mais aujourd'hui, on ne les utilise plus. Ils ont été bannis au Canada entre 2008 et 2016 et ils ont aussi été ajoutés à l'annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. L'annexe A, on y liste les produits qu'on serait censé arrêter d'utiliser. Alors, une des raisons pour laquelle on ne veut plus utiliser ces produits-là,
parce qu'il y a un fort potentiel toxique qui est associé à la présence, à l'accumulation de ces PBDE dans les organismes vivants, notamment au niveau de l'axe thyroïdien. Il y a une perturbation de l'axe thyroïdien qui est faite due au fait que on voit bien ici que la structure en double cycle benzénique reliée par un atome d'oxygène est très similaire à la structure des hormones thyroïdiennes. Je vous ai mis la structure des deux hormones thyroïdiennes principales. Donc, il peut y avoir une forme de mimétisme donc, chez les organismes vivants entre les PBDE et les hormones thyroïdiennes, ce qui fait qu'il peut y avoir effectivement des perturbations de cet axe-là. Un axe qui est très, très, très conservé dans l'ensemble du vivant, donc ça peut poser problème sur un très grand nombre d'organismes, incluant évidemment les humains. On a documenté aussi d'autres types de perturbations, comme des perturbations de la reproduction, du développement aussi, perturbations du système nerveux central, donc un super produit, on est bien en train d'avoir. Alors, évidemment, c'est banni, ces produits-là, mais ils n'ont pas disparu comme ça. Encore une fois, ils sont partout dans nos maisons encore. Puis là, en 2015, donc à peu près à l'époque où moi, j'ai commencé mon doctorat, il y a une étude qui est sortie et qui nous expliquait qu'en fait, on était dans une phase de transition pour les stocks de PBDE. Les stocks de PBDE étaient en train de passer donc de la phase d'utilisation, ça veut dire, mettons, dans les habitations, dans les milieux les plus fortement densément peuplés, là où on fabrique les PBDE et là où on les utilise avec tous les produits qui ont été traités, INUQG. Il y a une phase donc de transition entre cette phase d'utilisation et les sites de traitement de déchets, la phase déchets. Ces PBDE sont en train de suivre donc les produits qui ont été traités dans les sites de traitement de déchets quand on s'en débarrasse parce qu'on n'en veut plus et parce que là encore au Canada, les sites de traitement de déchets, même des dépotoirs en fait, restent le principal voie de débarrassage de nos produits. Donc en 2015, on estimait que 60% du stock de PBDE allait être encore en cours, qui était utilisé en 2014, allait être encore en cours d'utilisation quand même en 2020, donc c'est encore aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a encore une bonne partie de ces PBDE qui sont chez nous. Mais il y a aussi donc cette phase il ne faut pas négliger non plus donc ce flux de PBDE qui vont vers les sites de traitement de déchets. En 2015, on estimait en Amérique du Nord, donc ça comprend les États-Unis en fait et le Canada, on enlève le Mexique de là. On estimait en 2015 que le flux vers les sites de traitement de déchets était de 4 kilotonnes par an. Aujourd'hui, en 2020, on estime que c'est à 3 kilotonnes par an. Donc, on est en train de diminuer puisqu'on n'en met plus, mais c'est sûr que ça continue d'être non négligeable. Deuxième problème aussi qui est associé à ça, quand on bannit des produits chimiques, c'est le cas des PBDE, évidemment, l'industrie arrive avec des nouveaux produits pour remplacer les PBDE. Ici, c'est le cas avec les PBDE. On a vu l'émergence, on va parler de retardateurs de flamme émergents, de produits organiques qui partagent les mêmes propriétés physiques, donc qui vont avoir tendance à ralentir la propagation des flammes, mais on peut aussi soupçonner que ces produits-là vont aussi avoir les mêmes propriétés de persistance environnementale, ils vont être probablement bioaccumulables aussi, et éventuellement potentiellement toxiques. À l'heure actuelle, parmi les retardateurs de flammes émergents que je vous montre ici, certains sont en évaluation au Canada. Donc ça se peut que ceux-là aussi passent du côté obscur avec les PBDE, mais pour l'instant, ils sont encore en utilisation. Donc c'est ça, on se retrouve avec cette valse de l'industrie, avec des produits différents produits qui s'échangent, on va dire, dans notre mode de consommation et puis éventuellement qui vont suivre dans l'environnement. Alors, cette situation, elle est problématique parce qu'évidemment, en bons polluants organiques persistants, ces produits-là vont se disperser dans l'environnement. Ces produits chimiques, ces composés chimiques vont se disperser dans l'environnement à partir de leur source initiale, qui sont donc les zones, les régions les plus densément peuplées, là où on fabrique ces produits, là où on les utilise. Ils vont donc commencer leur circulation dans l'environnement, soit à partir des eaux usées, puis après ça, ils vont suivre les courants d'eau. Mais ils peuvent aussi circuler dans l'atmosphère. Ils peuvent aussi suivre une phase de transport. Ils peuvent aussi suivre un transport atmosphérique. En fait, les PBDE et d'autres retardateurs de flammes, ce sont des composés organiques semi-volatiles. Ça veut dire qu'à partir des produits dans lesquels on les a utilisés pendant leur fabrication,
ils vont avoir tendance soit à s'évaporer dans la phase gazeuse, soit à s'absorber sur les poussières, les particules dans nos maisons, par exemple. Puis là, ils vont pouvoir, avec les masses d'air, se déplacer plus ou moins loin. Ça peut aller sur de très longues distances. Alors, on connaît bien, pour le cas des polluants organiques persistants, on connaît très bien donc la circulation de ces composés-là dans l'eau. On connaît bien comment est-ce qu'ils se bio-amplifient, comment est-ce qu'ils vont se bio-accumuler. Mais on connaît moins bien l'exposition atmosphérique des organismes vivants à ces retardateurs de flammes qui sont soit évaporés dans l'air, soit en suspension avec la matière particulière. C'est particulièrement pertinent de se poser la question de est-ce qu'il y a une exposition atmosphérique, est-ce qu'elle est déterminante pour la bioaccumulation, surtout donc pour la faune urbaine, la faune qui est habituée donc à vivre dans des zones densément peuplées, là où effectivement on a une forte émission de retardateurs de flammes dans l'air, notamment sur les sites de traitement de déchets, là où certaines espèces fauniques vont y trouver leur nourriture, mais cette nourriture-là, elle est mixée, elle est mélangée avec plein de produits qui ont été traités aux retardateurs de flammes. Donc là, il pourrait y avoir une exposition atmosphérique de cette faune urbaine aux retardateurs de flammes halogénées. L'exposition atmosphérique, en fait, on la connaît très peu, elle est souvent négligée. On ne savait pas jusque-là comment la mesurer. Donc, on s'est demandé, donc ça a été en fait le départ en fait donc de l'acte de recherche que j'ai suivi dans le cadre de mon doctorat. On s'était fixé comme objectif de caractériser donc l'exposition atmosphérique de la faune urbaine aux retardateurs de flammes halogénées. Dans mon doc, basiquement, j'avais 3 grands objectifs. Le premier, c'était donc de développer un nouvel outil de mesure pour donc mesurer l'exposition atmosphérique de la faune sauvage aux retardateurs de flammes halogénées. Ça n'existait pas jusque-là. Le deuxième objectif, c'était ensuite, une fois qu'on avait l'outil, de mesurer l'exposition atmosphérique de la faune sauvage et donc de localiser les sources urbaines d'exposition aux retardateurs de flammes halogénées. Et troisième objectif, c'était de voir si on pouvait caractériser la relation entre la bioaccumulation, donc les retardateurs de flammes qui vont s'accumuler dans les organismes urbains, et l'exposition atmosphérique. Donc, essayer de vraiment comprendre cette relation. Alors, on avait pour ça le setup parfait, le parfait dispositif expérimental. On a la chance à Montréal d'avoir proche de nous est encore la plus grande colonie de goélands à bec cerclé d'Amérique du Nord, je pense. Elle diminue chaque année, mais elle est encore relativement impressionnante. Elle se trouve juste ici, sur l'étoile grise sur la carte, une toute petite île sur laquelle viennent se reproduire chaque année environ 65 000 individus au dernier inventaire. Ça fait un paquet d'oiseaux. On sait que cette colonie-là, qui passe à peu près 3 mois de l'année, on sait que pendant la nidification, on a fait des études précédentes dans notre labo, on a fait des prélèvements. On est allé mesurer l'accumulation des retardateurs de flammes dans le foie, notamment de ces oiseaux-là. On s'est aperçu effectivement que ils étaient exposés. Clairement, ils étaient exposés. On retrouve quand même en moyenne une concentration dans le foie de TBDE, par exemple, qui est pas négligeable du tout. En fait, c'est pas super important quand on les compare à d'autres colonies urbaines. Ça reste dans des chiffres qui sont comparables à des concentrations qu'on va mesurer chez des oiseaux urbains, des goélands urbains. Ouais. Par contre, autre chose intéressante aussi, c'est qu'on voyait une forte, on détectait fréquemment des retardateurs de flammes dits émergents, notamment du déchloramicus, qu'on pense qui est utilisé en remplacement du DKBDE. La chose qui a été vraiment très surprenante avec ces études-là, c'était de mesurer, en fait, de constater la forte contribution du DKBDE. Je vous ai montré la molécule qui était le principal composant du DKBDE, le BDE de 100 mètres. C'est la molécule la plus bromée. C'est une très grosse molécule. Pendant très longtemps, on pensait qu'elle ne s'accumulait pas dans les organismes vivants. C'est le cas dans les organismes aquatiques, effectivement. On en trouve très peu. Mais on pense qu'elle est tellement grosse, donc sa conformation et son encombrement stérique est tellement important qu'on pensait que ça ne passait pas les membranes. Et donc, il passait tout droit et même si un animal pouvait être exposé, il n'allait pas le bioaccumuler. Ce n'est pas biodisponible.
En l'occurrence, chez ces oiseaux-là, on trouve que 25% des PBDE proviennent du DKBDE. Donc, ça veut dire qu'un congénère de PBDE sur 4, c'est du BDE 209. Donc, ça, c'est vraiment très surprenant. Ce qui était aussi très intéressant de voir, c'était que la contribution relative, donc la proportion de DKBDE, elle augmentait chez les oiseaux, chez les goélands, qui allaient s'alimenter dans les dépotoirs, dans les lieux d'enfouissement technique de la région de Montréal. Donc là, on s'est dit qu'on avait vraiment le parfait dispositif pour vérifier notre hypothèse selon laquelle les goélands vont aller s'exposer dans les lieux d'enfouissement technique, dans les lieux de traitement de déchets, dans les sites de traitement de déchets, à des retardateurs de flammes qui sont soit suspendus, soit évaporés dans l'atmosphère. Alors, il a fallu pour ça nous créer l'outil qui allait nous permettre de mesurer l'exposition atmosphérique et donc de vérifier notre hypothèse. On a évidemment tout de suite pensé à des dispositifs d'échantillonnage passif. Ça existe déjà, c'est une technologie qui est très simple, mais qui a fait ses preuves, utilisée de façon à très large spectre partout dans le monde. Les échantillonneurs passifs, vous voyez ici sur cette photo à gauche, vous voyez un dispositif d'échantillonnage passif. On va en reparler un petit peu plus tard, c'est comme une sorte de cloche semi-fermée à l'intérieur de laquelle l'air peut circuler, puis il y a des filtres à l'intérieur de cette cloche qui vont permettre de collecter les contaminants d'intérêt. Alors, ce qui est bien important quand on fait de l'échantillonnage d'air, c'est de vraiment cibler la matière qui va nous intéresser pour collecter les contaminants qui nous intéressent. Dans le cadre des retardateurs de flammes, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans le cadre d'une molécule qui peut être de molécules avec un S, qui peuvent être soit évaporées sous forme gazeuse, soit accrochées aux poussières. Donc, il fallait vraiment qu'on pense échantillonnage, filtre qui nous permettent de capter non seulement les retardateurs de flammes dans l'air évaporé et ceux qui sont dans la phase particulière, d'autant plus que dépendamment de la température, de l'humidité et d'un certain nombre d'autres paramètres physiques, il peut y avoir des échanges entre ces deux phases-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à quoi il fallait penser. Et évidemment, donc pour ça, on a pensé donc à la fibre de verre et la mousse de polyuréthane, qui sont donc deux matériaux qui ont fait leur preuve dans la collecte de retardateurs de flammes non halogéniques dans l'air, en plus aussi ceux qui sont accrochés, suspendus dans la matière particulière. Donc on s'est inspiré de ce modèle ici et puis on a miniaturisé, si on veut, cet échantillonneur passif d'air. Donc ça, c'est un design qui a été proposé par un étudiant de l'UQAM, un étudiant en informatique à l'IRSAI, qui a fait ça pendant sa maîtrise. On l'a produit avec des imprimantes 3D, donc ça fait un dispositif très très léger qu'on est capable d'accrocher avec un harnais sur le dos des goélands ici. Donc on va on accroche cet échantillonneur avec des filtres donc en mousse de polyuréthane et en fibre de verre sur son dos. On le laisse aller quelques temps et au retour de l'oiseau, on va être capable donc d'extraire les retardateurs de flammes qui ont été absorbés ou bien qui ont été absorbés sur le filtre. Et puis on va obtenir une masse, dans le fond, on va obtenir une masse de retardateurs de flammes. Et cette masse, on va la diviser par le nombre de jours de suivi, par la période de déploiement pour avoir un taux d'échantillonnage journalier. On ne cherche pas ici, en fait, à extrapoler notre mesure à des concentrations atmosphériques. L'idée, c'était vraiment de pouvoir obtenir des signatures d'exposition atmosphérique de plusieurs individus et de pouvoir les comparer. Donc, c'est pour ça qu'avec ce fameux taux d'échantillonnage journalier qu'on note R ici, on a une mesure qui nous permet justement de comparer l'exposition de plusieurs individus ici. Alors, la première partie de mon projet, ça a été donc de valider ce dispositif. Donc, on a fait des tests à 1 semaine, à 2 semaines et à 1 semaine de déploiement, 2 semaines de déploiement et 3 semaines de déploiement. L'idée, d'abord, c'était de s'assurer que pendant ces 3 semaines, on n'ait pas de saturation de l'appareil. On ne voulait pas que les oiseaux continuent de se promener, et que nous, on ne puisse pas suivre vraiment, on ne puisse pas continuer d'avoir cette signature d'exposition atmosphérique. Donc, on a comparé ce qu'on trouvait dans l'échantillonneur à 1 semaine, 2 semaines et puis 3 semaines. Donc, voilà ce qu'on trouve à 1 semaine. On trouve
Donc des penta-BDE, des congénères de penta-BDE, des congénères d'octa-BDE, des congénères de déca-BDE aussi. On trouve plusieurs retardateurs de flamme émergents, l'hexabromobenzène, on trouve du déchlorane 604 composé B, et puis on trouve aussi des déchloranes plus. Alors si on compare une semaine, 2 semaines et 3 semaines, ce qu'on remarque, c'est que pour la plupart de ces composés, on n'a pas de différence significative du taux d'échantillonnage journalier. Ça veut dire que jusqu'à 3 semaines, on est en train d'échantillonner en continu, ce qui veut dire qu'on ne saturait pas notre échantillonneur. Donc là, on était assez confiant que ça marchait au moins sur 3 semaines. On était intéressé à cette fenêtre de temps parce qu'on ne peut pas recapturer un goéland avec sa clé quand il ne niche plus. Et la fenêtre de nidification, c'est un peu plus que 3 semaines. Donc, on voulait vraiment augmenter nos chances de recapturer les oiseaux. C'est pour ça qu'on ne voulait pas dépasser 3 semaines. Alors, les seuls composés qui ont une différence significative, c'est le déca-BDE qui, lui, va augmenter après 2 semaines ici, et l'hexabromobenzène qui diminue un petit peu. Mais on est parti du principe que en fait, on était bien content que ça augmente aussi à 2 semaines. C'est certainement pas un signe de saturation. Et puis l'hexabromobenzène, puisque c'est un composé qui est assez minime, on n'y voyait pas là un signe de saturation. Et un autre aspect qui nous intéressait aussi, c'était donc justement la contribution de ces retardateurs de flamme qui, eux, sont très importants, mais qui sont suspendus dans la phase particulière. On voulait être sûr de capter ce fameux déca-BDE qui, lui, puisqu'il est très gros, très hydrophobe, a tendance à rester dans la phase particulière. Et là, on s'aperçoit qu'en moyenne, on a 36% de PBDE qui sont du déca-BDE. Donc ça, c'est un indice pour nous que, effectivement, les filtres qu'on utilisait, l'association mousse de polyuréthane et fibre de verre, nous permettait de collecter les retardateurs de flamme qui étaient suspendus dans la phase particulière, notamment le déca-BDE qui nous intéressait particulièrement. Donc, une fois qu'on a validé l'utilisation de cet échantillonneur, on a décidé donc de faire un échantillonnage à plus grande échelle. On a échantillonné donc un plus grand nombre. On a équipé 67 oiseaux, c'est ça. On a équipé 67 oiseaux sur 3 années d'échantillonnage entre 2015 et 2017 avec cet appareil ici. On les a laissés aller pendant une période moyenne de 14,5 jours, donc environ 2 semaines, entre les deux. On avait testé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On a décidé de garder 2 semaines. Ça fonctionnait bien. Et ces oiseaux-là, on les a suivis avec des balises de localisation système GPS que vous voyez ici. Donc ça venait se fixer sur la queue des oiseaux comme ça. Et on mesurait une position géographique toutes les 10 minutes pendant cette période de 2 semaines. Quand on a recapturé ces oiseaux-là, on a pu récupérer les échantillonneurs, retirer les filtres, et de là, on les a emmenés au labo. Et on a pu en extraire les retardateurs de flamme qui étaient accumulés en fait dans ces échantillonneurs ici. Donc on a utilisé pour ça une plateforme d'extraction à pression liquide, et puis on a pu faire l'identification et la quantification de ces composés avec un GPM. Et donc on a pu calculer les taux d'échantillonnage journalier de plusieurs retardateurs de flamme sur 67 individus. Alors voilà ce qu'on trouve dans nos échantillonneurs. Ce qu'on trouve, ça ressemble, je vous répète un petit peu ce qu'on a vu dans la validation précédente, mais donc je vous refais un peu le topo. On trouve donc des congénères qui appartiennent au mélange penta-BDE, dont le BDE47 que je vous montrais plus tôt, la molécule qui est une des molécules principalement utilisées dans la composition du penta-BDE. On retrouve donc le BDE99 qui est aussi une molécule qui est très utilisée dans la formulation du penta-BDE. On va retrouver un petit peu de congénères qui, eux, appartiennent à l'octa-BDE. Et surtout, très important, on retrouve là dans l'ensemble de nos 67 oiseaux, on retrouve environ 40% de déca-BDE dans nos échantillonneurs, 40% de l'ensemble des PBDE. Donc là, c'était vraiment, encore une fois, un indice qui se passait quelque chose avec l'exposition atmosphérique au déca-BDE chez ces oiseaux-là. On retrouve aussi les trois retardateurs de flamme émergents, donc l'hexabromobenzène,
le déchlorane 604 composé B et le déchlorane plus, comme je l'avais dit. Alors, donc ça c'est bien intéressant, mais ça nous donnait juste une mesure. Le problème de ces échantillonneurs, c'est qu'on les laisse aller pendant 2 semaines, puis ça nous donne juste une mesure. On ne sait pas trop où est-ce qu'ils ont pu aller, les rencontrer, ces retardateurs de flamme. Donc, on a décidé de voir s'il y avait un effet de la fréquentation des sites de traitement de déchets dans la région de Montréal sur l'exposition atmosphérique de ces oiseaux. Comme vous pouvez voir sur cette carte, des sites de traitement de déchets à Montréal, il y en a un paquet. On les a classés évidemment en différentes catégories. Les lieux d'enfouissement technique, donc qui sont les fameux dépotoirs à ciel vert dont on parle souvent. Vous les voyez ici, donc avec le petit pentagramme, le grand pentagramme vert. On a aussi des sites de transbordement qui sont marqués par des plus petits pentagrammes verts. Ça, ce sont les sites par lesquels on fait transiter les déchets avant de les emmener dans leur point de chute final, que sont les grands dépotoirs. On a tenu compte aussi donc des sites de traitement de déchets mixtes. On disait souvent c'était des mixtes, ça veut dire que c'était des écocentres qui récupéraient plusieurs catégories de déchets. On avait aussi répertorié les sites qui récupéraient les matériaux de construction. Dans les matériaux de construction, on peut aussi trouver des retardateurs de flamme, notamment dans les matériaux d'isolation. Les matériaux automobiles, les sites qui rassemblent les matériaux automobiles, les matériaux électroniques, et puis aussi les sites de traitement d'eau usée. Donc, on a regardé ça, et puis on a aussi voulu tenir compte du fait que lorsque on étudie l'exposition atmosphérique d'une espèce sauvage, ces composés volatiles restent, quand ils sont émis à une source donnée, ne vont pas rester au-dessus de cette source donnée. En fait, on sait qu'ils vont voyager dans les courants d'air un peu partout dans la région, notamment en fonction de plusieurs paramètres environnementaux, paramètres climatiques, que peuvent être la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent. On a aussi voulu tenir compte de la concentration atmosphérique en matière particulière, puisque ce fameux BDE 209 qui nous intéressait particulièrement ici, puisque c'est une molécule qui est très hydrophobe et qui s'accroche aux particules, ça nous intéressait aussi d'avoir une idée de comment est-ce que la matière particulière se déplace dans la région de Montréal. Alors, on a tenu compte de tous ces facteurs-là, mais malgré tout, le seul et unique paramètre qui a un effet sur l'exposition atmosphérique, donc sur les taux d'échantillonnage journalier des retardateurs, en fait des PBDE seulement, c'est la présence dans un dépotoir, la présence dans ces fameux lieux d'enfouissement technique, ce que j'appelle LET ici. C'est le seul paramètre qui a un effet significatif sur le taux d'échantillonnage journalier des PBDE, pas des retardateurs de flamme émergents. Donc on voit que là moi j'ai calculé la probabilité de présence des individus dans ces dépotoirs, et on voit que plus la probabilité de présence des goélands augmente dans les dépotoirs, plus le taux d'échantillonnage journalier des pentabDE, de l'octabDE et aussi du décabDE augmente. C'est très vrai pour le décabDE, par exemple. On arrivait aussi presque à boucler la boucle, on va dire. Mais maintenant, on voit quand même qu'il y a de la variabilité. On avait vraiment l'impression que peut-être qu'on manquait aussi certains. On avait pensé à beaucoup de paramètres et on s'était dit qu'éventuellement, on en avait manqué certains. Donc, on s'est demandé s'il ne pouvait pas exister d'autres sources éventuellement dans la région de Montréal qui pouvaient expliquer une exposition atmosphérique aux retardateurs, aux PBDE et aux autres retardateurs de flammes émergents. Alors, pour déterminer s'il y a d'autres sources dans l'environnement, on a calculé un indice d'exposition atmosphérique. Donc, cet indice d'exposition atmosphérique, pour vous résumer, il se calcule à partir donc du taux d'échantillonnage journalier des retardateurs de flammes dans les échantillonneurs, et on le pondère spatialement avec la probabilité de présence des oiseaux dans leur domaine vitaux. Donc ici, voilà l'exemple de l'indice d'exposition atmosphérique calculé pour le fameux décabDE. Donc ici, vous avez, c'est coloré sur on va dire, un domaine vital commun à tous nos oiseaux. Plus un pixel de ce domaine vital est rouge, plus les chances d'être exposés à des décabDE de l'air atmosphérique sont élevées.
Donc, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a une agrégation spatiale de cet indice, qui veut dire que on n'a pas les mêmes chances d'exposition dépendamment de où on se trouve dans la région de Montréal. Donc, ça veut dire qu'il y a des hotspots potentiels d'exposition atmosphérique au DKBDE. Et maintenant, si on replace sur cette carte nos fameux dépotoirs qui ont un effet notoire donc sur l'exposition au DKBDE, bah, effectivement, on voit que les endroits les plus que ces dépotoirs se trouvent vraiment sur les régions les plus foncées, les plus colorées. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a des corridors de circulation. On voit vraiment des corridors entre la colonie et les dépotoirs. Donc ça, on pense que c'est plus un artefact plutôt que la présence de sources potentielles. Mais c'est plus un artefact qui est dû à la circulation d'oiseaux qui entre la colonie où ils nichent et les dépotoirs où ils vont s'alimenter et s'exposer au DKBDE. Il n'empêche que ça nous permet vraiment de filtrer certaines zones du territoire qui, clairement, sont vraiment pas des zones où il y aurait une exposition atmosphérique au DKBDE. Néanmoins, encore une fois, on sait que la présence dans un dépotoir a un fort effet, donc ça ne nous surprend pas non plus. Si on regarde l'indice d'exposition atmosphérique pour les autres mélanges de PBDE, que sont le penta-BDE et l'octa-BDE, on trouve un motif relativement similaire. On voit vraiment un schéma similaire. On voit que les dépotoirs se trouvent vraiment dans ces couloirs très rouges, ces couloirs de hotspots d'exposition atmosphérique potentielle au penta-BDE et à l'octa-BDE aussi. Donc, il n'y a rien de très surprenant là-dedans. On a vu qu'il y avait un effet. Par contre, intéressant, on avait vu qu'il n'y avait pas d'effet de la présence dans un dépotoir sur nos fameux retardateurs de flammes émergents dans les échantillonneurs. En revanche, on voit que que l'indice d'exposition atmosphérique montre qu'il y a vraiment une dynamique très très différente pour les retardateurs de flammes émergents. Donc ça, c'était très intéressant de le voir aussi. On n'a pas vraiment d'idée de ce qui se trouve là-dessous. On n'est pas allé regarder, enfin, on a une idée, on sait ce qu'il y a. Par exemple, pour le déchlorane plus, ici, qui est très rouge sur l'île de Laval et un peu au-dessus, il y a ici, évidemment, c'est des zones résidentielles, mais c'est aussi des zones industrielles dans lesquelles on fabrique aussi un certain nombre de produits électroniques. Donc, ça se pourrait que le déchlorane plus, ici, proviennent de ces fabriques, de ces usines de produits électroniques. Donc, vraiment une dynamique très, très différente qui est probablement due à ces modalités d'utilisation qui sont différentes également. Alors, maintenant qu'on a un peu mieux caractérisé l'exposition atmosphérique de nos goélands ibex appelés, on s'est posé la question, est-ce que cette exposition atmosphérique donc, qui existe, qui a lieu, est-ce qu'elle se transforme, si on veut, en bioaccumulation? Est-ce qu'elle est source de bioaccumulation? Alors, chez les goélands qu'on a laissé aller avec les échantillonneurs d'air, on a prélevé le foie. Et on est allé, donc on a prélevé parmi ces 67 individus, pour 58 individus, on a prélevé le foie et on a pu analyser dans le foie la concentration des retardateurs de flammes. Par le même principe, c'est sûr que la méthode a été adaptée, mais le même principe que pour l'analyse des filtres des échantillonneurs passifs. Et voilà ce qu'on trouve dans le foie des oiseaux. Donc, ce qu'on trouve dans le foie des oiseaux, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on trouve dans les échantillonneurs d'air. On retrouve nos fameux penta-BDE avec le BDE 47, le BDE 99 qui sont les plus hauts. On retrouve aussi quelques octa-BDE, les 3 octa-BDE qu'on avait trouvé tantôt. On retrouve toujours cette très forte contribution du DKBDE dans l'ensemble des congénères de PBDE. Et puis on retrouve aussi nos trois retardateurs de flammes émergents. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on retrouvait aussi majoritairement, de façon non négligeable, on retrouvait du BDE 197 et du BDE 207 qu'on ne trouvait pas du tout, par exemple, dans nos échantillonneurs d'air passif. Ceux-là, ils apparaissent ici et
en fait, ces produits-là, ils ne sont pas directement utilisés dans la formulation des mélanges penta-BDE, octa-BDE, mais on pense que ce sont des produits de dégradation du BDE 209. Donc, c'est intéressant de voir que là, ils apparaissaient dans le foie des oiseaux, puis on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, on a fait le même exercice que pour l'exposition atmosphérique. Cette fois-ci, on a calculé un indice de bioaccumulation. On a pondéré spatialement cette mesure de cette concentration qu'on trouvait dans le foie pour essayer d'identifier, de localiser dans la région de Montréal où pouvaient être les endroits où on avait le plus de chances d'accumuler des retardateurs de Flamm. Alors, ce qu'on voit ici, donc on voit les résultats pour le penta-BDE, on voit ici les résultats pour l'octa-BDE, et on voit aussi les résultats pour le déca-BDE et le déchlorane. Pour ce qui est des penta-BDE, pour ce qui est des PBDE, on trouve quand même quelque chose d'assez similaire à notre indice d'exposition atmosphérique. D'ailleurs, si on calcule la corrélation, elle est significative et relativement importante, que ce soit pour le penta-BDE, pour l'octa-BDE et pour le déca-BDE surtout. Par contre, évidemment, il n'y a pas du tout de corrélation entre l'indice de bioaccumulation du déchlorane plus et l'exposition atmosphérique du déchlorane plus. Maintenant, si on regarde l'effet de la présence dans un dépotoir sur la bioaccumulation, donc sur la concentration dans le foie, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un effet significatif donc de la probabilité de présence dans un dépotoir sur l'accumulation dans le foie du penta-BDE, de l'octa-BDE, du déca-BDE, et cette fois-ci aussi du déchlorane plus. Donc là c'est encore une fois le principal facteur qui va modérer cette bioaccumulation. On a aussi testé d'autres variables. Il n'y a rien qui n'avait d'effet, notamment l'exposition atmosphérique. On sait qu'on a des sources communes d'exposition atmosphérique et de bioaccumulation qui sont visiblement les dépotoirs, les lieux d'enfouissement technique. Par contre, on n'a pas été capable d'établir une relation mathématique qui nous permette d'expliquer la bioaccumulation par l'exposition atmosphérique. Donc là, on s'est demandé, ok, peut-être que au sein de nos dépotoirs, il y a des choses, il y a des événements qui se produisent, des phénomènes qui se produisent qui viennent faire en sorte que qui viennent faire fluctuer donc notre relation entre l'exposition atmosphérique et la bioaccumulation. Et en fait, dans les dépotoirs, on sait par exemple que le comportement des goélands, il est très variable d'un individu à un autre. C'est sûr qu'un goéland vient au dépotoir pour s'alimenter, mais il y en a, dépendamment de leur témérité, c'est vraiment un trait comportemental, il y en a qui vont passer beaucoup plus de temps à attendre au bord des dépotoirs, sur les contours du dépotoir, plutôt que de passer du temps sur le front de déchets. Pourquoi? Parce que certains dépotoirs font de l'effarouchement. Et donc, on va attendre, mais déjà, il y a des grosses machines aussi qui passent, puis souvent, il y a des fauconniers qui vont faire en sorte que les goélands vont partir, ou en tout cas vont rester en retrait quand ils sont là à ce moment-là. Donc, il y avait alors certains individus qui vont attendre un certain temps, au lieu d'être simplement en alimentation sur le front de déchets au milieu des retardateurs de Flamm. Donc, on s'est demandé si le temps, le budget d'activité en fait dans un dépotoir pouvait avoir un effet justement sur cette relation entre exposition atmosphérique et bioaccumulation. Parce que évidemment, ceux qui sont sur le front de déchets sont là pour s'alimenter. Donc là, on aurait aussi un effet de l'exposition via l'alimentation qui pourrait aussi intervenir dans cette relation-là. Alors, c'est un petit peu difficile de tenir compte de l'exposition alimentaire de ces oiseaux-là. Donc, on a essayé de déterminer en fait leur comportement. On a essayé de déterminer combien de temps est-ce que les individus allaient passer en alimentation active sur un site. Donc là, à ce moment-là, on est exposé par l'atmosphère et aussi par l'exposition alimentaire. Et combien de temps ces oiseaux-là passaient en attente. Donc, on a utilisé pour ça les accéléromètres qui se trouvent sur nos GPS. Donc, ça, c'est par tout un pan du travail de mon projet de doctorat. On a déterminé comment, ça c'est un projet qui était en collaboration avec l'Université de Tel Aviv et les laboratoires de Horschliger. On a déterminé comment est-ce qu'on pouvait mesurer ce temps passé
en alimentation active versus le temps en attente à partir de la mesure de l'accélération des goélands dans les 3 dimensions de l'espace. Donc, on a été capable de mesurer ce budget d'activité dans les dépotoirs pour 18 oiseaux qui fréquentaient ces dépotoirs de façon suffisante. Et on s'est aperçu que en moyenne, il y a de la variation évidemment, mais en moyenne, effectivement, le temps passé en attente est bien plus important que le temps passé en alimentation active. Et donc, on a regardé si ce budget d'activité avait un effet sur la bioaccumulation et sur l'exposition atmosphérique, et il se trouve que pas du tout. On n'a aucun effet du budget d'activité ni sur l'exposition atmosphérique ni sur la bioaccumulation. Ce qui veut dire que, dans le fond, à l'échelle d'un dépotoir, les retardateurs de flammes sont à peu près partout et que le goéland qui est vraiment à côté de nos poubelles s'expose probablement tout autant que le goéland qui est un peu plus en retrait. Ce que ça implique aussi, évidemment, là-dedans, c'est assez criant, c'est que ces goélands-là qui sont capables, ben oui, effectivement, on a vraiment un cheminement des retardateurs de flammes de l'environnement extérieur vers le goéland à travers l'exposition, mais aussi on a tout un certain nombre de phénomènes métaboliques qui vont se produire et qui vont aussi faire fluctuer cette relation entre l'exposition et la bioaccumulation, des phénomènes dont on n'a pas tenu compte dans cette étude-là, des phénomènes que peuvent être les taux d'assimilation, par exemple. Est-ce que les goélands assimilent plus en inhalant ou est-ce qu'ils assimilent plus en ingérant? Ça, on ne le sait pas. Il y a aussi des mécanismes de biotransformation qu'on ne pouvait pas contrôler. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on trouve des produits de biotransformation dans le foie des oiseaux, de biotransformation du BDE209. Ça, on ne l'a pas mesuré. Et puis, il y a aussi, on sait que les goélands excrètent dans leur guano une partie des retardateurs de flammes qu'ils consomment. Donc, c'est sûr que là aussi, on a un autre phénomène, un autre exemple de phénomène qui peut faire varier justement cette relation entre l'exposition atmosphérique et la bioaccumulation. Donc ça, ce serait vraiment des nouvelles voies pour vraiment bien comprendre, bien établir le cheminement entre les retardateurs de flammes qui sont dans notre environnement et leur bioaccumulation chez la faune sauvage, dans la faune sauvage. Alors, néanmoins, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que dans le milieu urbain, l'exposition atmosphérique aux retardateurs de flammes, elle est très importante, notamment dans les dépotoirs et notamment pour les PBDE. Ces PBDE qui ont été massivement utilisés depuis les années 1970. Donc aujourd'hui, les dépotoirs sont vraiment des sources environnementales importantes pour les goélands abexacés et probablement aussi pour d'autres espèces fauniques qui utilisent ces sites pour leur alimentation. C'est aussi très intéressant donc de garder en tête que la dynamique est tout à fait différente pour les retardateurs de flammes qui sont émergents, donc qui sont en train d'être utilisés aujourd'hui. Et ça va être probablement très intéressant aussi de faire le même exercice dans quelques années, quand la dynamique de consommation des émergents aura ressemblé à celle des PBDE. Donc, il va falloir être très à même de tenir compte de cette variation de la consommation. Et puis, non négligeable non plus, c'est vrai qu'on ne mange pas exactement la même nourriture que les goélands, mais l'air qu'on respire, c'est le même. Puis là, vous le voyez sur la photo, on a des machines qui sont conduites par des personnes. Il y a des ouvriers qui travaillent dans ces dépotoirs, donc c'est sûr qu'on était parti d'un modèle d'exposition animale. Puis là, ça ouvre toute une question de santé publique qui est super intéressante, qui va être déterminante d'après moi à étudier. Alors voilà, on arrive pas mal au bout de ma présentation. Évidemment, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Ce travail, ça a été un effort d'équipe. Déjà, je voudrais remercier mes directeurs, évidemment, Jonathan Véraud, donc, qui appartient au regroupement Ecotoc, qui appartient aussi au Centre Toxène, Jean-François Giroux, qui est mon deuxième directeur, qui lui appartient au groupe de recherche en écologie comportementale et animale à l'UQAM, Marc Mazerolles, qui lui appartient au centre d'études de la forêt à l'Université Laval. C'est Ling Wang qui a réalisé toutes nos analyses chimiques. Merci à elle, très performante et très compétente. Évidemment, sans l'aide de Francis Saint-Pierre,
Sur le terrain, ça aurait été bien plus difficile. Mélanie Desrochers du Centre d'études de la forêt aussi m'a aidé dans les analyses spatiales et Horst-Spiegel m'a aidé à l'Université de Tel Aviv pour l'analyse de l'accélération et du mouvement animal. Donc, et puis toutes ces personnes ici, je ne vais pas faire la liste, mais ont eu vraiment un impact très favorable. Je voudrais remercier aussi le chapitre Saint-Laurent pour m'avoir décerné le prix d'excellence. Ça a été très une belle récompense pour moi. Merci beaucoup. Et merci à vous, merci de votre attention, merci de vous être connectés aujourd'hui. Puis si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Oui, merci beaucoup Manon. Excellente présentation, un très beau PowerPoint en plus, vraiment un visuel épuré, imagé, très esthétique. Vraiment apprécié. Donc, j'ai reçu une question de la part de Laurie Mercier. C'est est-ce qu'il y a une variation de l'exposition au niveau des sexes des oiseaux, donc entre les mâles et les femelles? Puis, si oui, est-ce que tu peux élaborer un petit peu? Oui, dans l'exposition, non, pas du tout. En fait, ça a été, on le soupçonnait, on pensait qu'il y aurait une variabilité de l'exposition d'un sexe à un autre. On pensait même que c'était probablement dû au fait que les femelles étaient soi-disant moins téméraires et qu'elles restaient en bordure du dépotoir plutôt que d'aller s'alimenter. Mais non, en fait, il n'y a pas du tout de variation. On avait remarqué dans les études, les premières études qui ont été faites de l'accumulation des retardateurs de flamme, on avait vu une différence dans l'accumulation entre mâles et femelles. Mais ces études-là, ces prélèvements-là, ils avaient été faits juste après la ponte. Et on sait qu'il y a un fort transfert maternel des retardateurs de flamme de la mère à l'œuf, de la femelle à l'œuf, au moment de la ponte. Donc on pense que cette différence, elle a été observée parce qu'on était vraiment très proche de la date de ponte. Moi, j'ai aussi regardé la bioaccumulation, mais à 2 semaines après la ponte, entre 2 et 3 semaines après la ponte. Là, on voit plus de différence. Donc là, on voit que les femelles ont comme repris leur bon taux de retardateur de flamme. Donc il y a vraiment, le sexe fait pas de différence. Puis j'en ai tenu compte dans toutes mes analyses. OK. Puis justement, tu viens juste de dire, on pensait que les femelles étaient moins téméraires. Est-ce que c'est un trait de comportement que vous remarquez ou c'était juste un exemple puis une supposition? On supposait au début parce qu'on voyait justement une différence de sexe. C'est vrai qu'il y a un petit dimorphisme en termes de taille. Les mâles ont tendance à être plus gros que les femelles, mais là encore, il y a des femelles qui sont plus grosses que certains mâles. Il y a aussi un chevauchement de taille. Donc, on s'était dit que cette fameuse différence mâle-femelle qu'on observait dans les études il y a 8 ans, ça pouvait être dû à ça. Ce que je vois, c'est que même en termes de budget d'activité au sein des dépotoirs, il n'y a aucune différence mâle-femelle. OK. Pendant que les gens écrivent des questions, parce que présentement, il n'y en a pas d'autres en attente, j'avais une question sur le Déchlorane plus, donc le retardateur de flamme qui est plus émergent. Est-ce qu'on a des informations sur sa toxicité? Ça commence à venir, effectivement. Ça commence à sortir. Il y a certaines études qui ont... est-ce que le Déchlorane plus a été... Oui, mais ça, c'est sûr qu'il y a des études qui ont commencé à regarder ça. Chez les oiseaux, je pense que la revue de Mélanie Guignot en parle. Elle a fait une revue de littérature sur les effets des retardateurs de flamme. Il me semble qu'il y a des déchlorane plus, l'effet des déchlorane plus dedans. Mais ça commence à être étudié. OK. Puis tu disais que que les PBDE affectaient le système thyroïdien. Est-ce qu'on a remarqué si ça affectait plus au niveau des oiseaux, plus les poissons? Est-ce que ça affecte même les insectes dans une mesure différente? Est-ce qu'il y a une tendance, plus les mammifères? Bref. Je ne le sais pas, c'est une très bonne question. Je ne le sais pas, mais d'après moi, c'est quand même un des systèmes métaboliques, si on veut, qui est le plus conservé dans le vivant, en fait. À partir du moment où tu as des hormones thyroïdiennes, d'après moi, tu es vraiment exposé à avoir des problèmes de perturbation hormonale parce que les PBDE ont une structure qui est très similaire à celle des hormones thyroïdiennes. Là, mon intuition là-dessus, c'est de me dire qu'à partir du moment où l'organisme a un système thyroïdien, on n'est pas à l'abri d'avoir des problèmes de perturbation.
J'ai 2 questions qui viennent d'arriver. La première de Patrice, as-tu noté une différence de comportement entre les oiseaux qui portent l'échantillonneur et les autres? Ça doit être intéressant à observer. Évidemment, ce serait super d'observer ça. La seule chose, c'est que, évidemment, ceux qui en auraient pu mettre aussi une balise GPS sur des oiseaux qui ne portaient pas d'échantillonneur pour éventuellement voir si le budget d'activité allait changer dans les dépotoirs. On ne l'a pas fait. Nous, ce dont on voulait s'assurer, c'était que les oiseaux qui portent des échantillonneurs poursuivent leur activité de nidification. C'était vraiment notre indice que c'est sûr qu'il y a un impact. Là, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un impact à partir du moment où on met un équipement sur un animal sauvage, c'est sûr qu'il y a un impact. Mais on pense qu'il est minime parce que il y a certains individus qui portaient des harnais avec des balises Argos de la 10 ans de cette colonie-là, qui l'ont gardé pendant 2 ans, puis qui ont eu l'air d'avoir des activités qu'on pourrait qualifier de normales. C'est-à-dire qu'ils ont migré, ils sont revenus faire leur nidification aussi. Nos oiseaux qui portaient les échantillonneurs continuent de nicher pendant toute la période, mais pour la plupart, évidemment. On n'a pas eu 100% de recapture, mais pour au moins 90% des oiseaux, ça fonctionne bien. Ils reviennent à leur niche correctement. Et puis aussi, on voit qu'ils continuent de faire des longs trajets. Je vous ai montré des cartes où on voit que certains de ces individus-là montent jusqu'à Saint-Thomas-de-Joliette. Ça fait quand même une bonne trotte depuis l'île des Lauriers. Donc, il y a plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ça, c'est pas mal, on va dire, l'extrémité qu'on connaissait déjà des oiseaux qu'on suivait avec des petits matériels de télémétrie. Donc, on ne pense pas que le fait de porter des échantillonneurs passifs en harnais va en tout cas influer dramatiquement leur stratégie alimentaire. OK. Merci beaucoup. Il y a Laurie Mercier qui aimerait te poser une question de vive voix. Donc, Laurie, tu vas pouvoir enlever le mute et poser ta question. Oui, merci. En passant, excellente présentation. Merci beaucoup. Merci. C'est juste avec la première question, tu dis que les femelles comme récupéraient leur contamination relativement rapidement. Là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait comme une saturation de la quantité de retardateurs de plantes que les oiseaux seraient capables d'avoir? Ben, ça, c'est une super bonne question. J'en ai aucune idée. J'ai aucune idée. J'imagine que pour ça, il faudrait mettre, ben, en tout cas pour cette espèce-là, probablement, peut-être que ça a été fait sur des rongeurs ou des oiseaux de laboratoire, mais j'imagine que pour ça, il faudrait isoler des individus, puis leur donner des quantités croissantes de retardateurs de flammes pour voir si à un moment donné ça stagne quelque part, puis qu'à un moment donné ça finit par être évacué. Moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Puis le foie, c'est quand même un organe de stockage. C'est très variable les quantités qu'on a vues. En termes de retardateurs de flammes, on a les oiseaux qui sont parmi les plus contaminés, donc qui ont les concentrations les plus élevées au Canada. C'est l'avantage de regarder des laridés, hein, c'est des goélands, c'est que des colonies comme ça, il y en a vraiment partout au Canada dans plein d'écosystèmes différents. Donc là, on est vraiment dans un écosystème urbain avec une forte disponibilité des déchets anthropiques. Donc là, on est vraiment dans le cadre parfait pour s'exposer et bioaccumuler. Est-ce qu'on pourrait aller plus haut encore? Peut-être. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Justement, dans la même lignée concernant le foie, on a une question qui demande le pourcentage de gras dans le foie est-il variable entre les oiseaux? Oui, beaucoup. Ouais. Okay. Le pourcentage de gras, il est variable. On n'en tient pas tellement compte parce que nous, on est surtout intéressé à la quantité brute de retardateurs de flammes qui sont présents dans les oiseaux. Fait que si on voulait comparer, mettons, d'un individu à un autre, ou en tout cas pour tenir compte, mettons, peut-être de leurs conditions aussi, c'est sûr que de l'effet de leurs conditions, c'est sûr qu'on aurait pu tenir compte aussi de la quantité de gras quand on regardait les résultats de bioaccumulation, mais on était surtout intéressé à la quantité brute, la quantité qui dépendait des lipides, d'autant que les retardateurs de flamme se lient pas seulement aux lipides, mais aussi beaucoup aux protéines. Il y a beaucoup de il y a des retardateurs de flamme qui ont tendance à se lier à certaines protéines.
OK. C'est vraiment intéressant. On a une question de Geneviève Tardif qui demande dans quel article on peut retrouver les résultats sur les budgets d'activité versus bioaccumulation? Donc, un article de toi ou d'une collègue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Stay tuned. C'est en rédaction en ce moment. C'est en rédaction, ça devrait pas tarder. Mais là, je vous ai donné je vous ai donné un teaser. Là. En grande primeur, on est chanceux. Ouais, Puis en ce moment, il n'y a rien qui est déjà publié, que ce soit par toi ou par d'autres études qui ont qui parlent du budget d'activité. Des goélands? Oui. De l'effet du budget d'activité sur l'accumulation, mettons, des retards. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des études similaires qui ont déjà été faites? Non, pas que je sache, en fait, non. Pas que je sache. Okay. Bien, félicitations. On ira avec une dernière question avant de conclure de la part de Dominique Ponton. Donc, tu peux activer ton micro pour poser ta question, Dominique. On t'entend pas, Dominique? On t'entend toujours pas. J'ai dû... Allô, Manon, j'ai dû changer de pièce. C'est pas grave. Je me demandais s'il n'y a pas de saturation dans tes échantillonneurs. Est-ce que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait une augmentation des quantités de contaminants dans tes échantillonneurs passifs au cours du temps? Oui, effectivement. Et là, ce que je vous ai présenté, j'aurais pu l'appuyer plus, mais c'est une très bonne remarque. C'est un taux d'échantillonnage. Donc, c'est une quantité ramenée à un jour de déploiement, à la période de déploiement. Donc, normalement, cette quantité-là, ce taux-là doit rester stable si tu n'as pas de saturation. Si on regarde simplement, effectivement, les quantités, tu vois qu'elles augmentent. Mais là, je regardais, puisque c'est la mesure que j'utilise pour comparer mes signatures, je vérifiais que ça soit stable 1 semaine, 2 semaines et 3 semaines. Ah, OK. OK, merci de la précision. Merci beaucoup, Manon. Donc, on va conclure avec ça. C'était également une très belle période de questions à la fin, très dynamique. Donc, un gros bravo à toi pour ta présentation, pour ton PowerPoint, pour tes réponses. On continue de suivre cette série de webinaires Écotoc chapitre Saint-Laurent. Donc, le prochain va être le 23 juillet avec Antoine Simon qui va venir présenter son projet. Donc, ça va être le 3e webinaire. Continuez de nous suivre. Vous allez recevoir sûrement l'annonce via le chapitre Saint-Laurent et ou Écotoc. Donc, je conclurai là-dessus. Encore une fois, bravo. Puis, Manon, j'imagine que les gens peuvent te rejoindre par courriel s'ils ont d'autres questions. Puis, c'était très intéressant. Bien sûr, sans problème. Merci beaucoup. Génial. Donc, merci à tous. Merci beaucoup.